Nous avons réalisé 2 jours d'immersion à la Maison des Solidarités de Duny-le-Bourget et au service social de Bondy afin d'observer, comprendre le fonctionnement de ces services et surtout le service de l'accueil des usagers. Cela a permis de déceler les éléments à améliorer, les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes lors de leur parcours. Nous nous sommes questionnés sur l'accès au service. Nous avons déduit 3 types d'accès à la MDS. Mettons-nous dans la place de l'usager. Tout d'abord, il est possible que j'ai été orienté par un autre service. On a pu remarquer que bon nombre des usagers arrivent à la MDS après avoir été orientés par d'autres services de la ville, du département. Les autres organismes ne connaissant pas nécessairement bien la MDS, ça génère des allers-retours répétitifs entre les différentes institutions. Ainsi, de quels moyens disposent les autres services pour mieux réorienter les usagers vers le lieu de la MDS? Comment éviter les allers-retours permanents entre ces services? Dans ce cas, l'absence de signalétique et la présence d'un système d'interphone au sigle complexe contrastent avec l'idée d'un espace en libre accès. Les sigles sont opaques. Dès le début, l'usager est perdu dans un environnement étranger, celui de l'administration. Les espaces sont tout aussi opaques. Comment aider les gens à se repérer et à se rendre au service de la MDS? Comment se repérer dans le langage administratif? Comment se repérer dans des espaces complexes? Enfin, je peux également accéder au service par téléphone. Dans ce cas, l'accueil téléphonique est souvent encombré, et il est alors difficile d'obtenir des réponses. De plus, l'accueil téléphonique n'est pas commun aux services, ASE, SSD, PMI, ce qui complique les démarches. Beaucoup de personnes viennent sur place pour prendre un rendez-vous alors qu'elles sont déjà suivies, et aucune application, site web n'est mise en place pour les usagers qu'ils souhaiteraient. Quelles alternatives peuvent être envisagées au standard téléphonique? Nous nous sommes interrogés sur le mode d'accueil des usagers. Un agent d'accueil a évoqué le système de tickets afin de rassurer les usagers dans leur prise en charge. Exemple, des tickets dans la file d'attente classique. En opposition, une assistante sociale craint, elle, que ce système renvoie les usagers à des codes d'institution avec lesquels ils sont parfois en conflit, par exemple la CAF, et qualifie ce système d'impersonnel. Nous avons pu observer des usagers qui viennent pour la première fois et semblent désorientés par l'absence d'agents d'accueil disponibles, par des portes de l'accueil fermées, et ce, dès l'entrée dans le service. L'arrivée dans la salle d'accueil ne donne pas de repères sur les lieux. Les personnes semblent désorientées dans des lieux parfois non contenants, les amenant à se déplacer librement dans des espaces confidentiels par exemple. Comment permettre aux usagers d'évaluer leur temps d'attente? Qui m'accompagne et m'oriente à l'entrée du service? Comment je suis accompagné lors de mon entrée dans le service? Par la suite, nous nous sommes interrogés sur le parcours usager et ses déplacements dans le lieu. Une dame venant pour la première fois nous a confié être totalement perdue et anxieuse car elle n'avait aucune vision du parcours qui l'attendait. Ce parcours est source d'appréhension. Les étapes le constituant restent parfois opaques et nous avons pu noter des soucis de lisibilité de la signalétique. Le parcours usager n'est pas lisible dans les aménagements. Par exemple, un même usager attendra plusieurs fois dans la même salle d'attente. Cela augmente la confusion dans l'ordre d'arrivée des personnes et complexifie le travail des professionnels de l'accueil. Comment me donne-t-on à comprendre le parcours qui m'attend? Par quels moyens rendre le parcours explicite et compréhensible pour les usagers, mais aussi pour les professionnels de l'accueil? Nous avons également relevé un surplus d'informations dans les espaces d'attente. Nous avons découvert une salle d'attente surchargée de posters, flyers, aux sujets divers et affichés de manière aléatoire. Nous avons assisté au désarroi d'un professionnel à l'idée de devoir ajouter une nouvelle affiche dans la salle d'attente qui se demandait où le placer pour qu'elle soit lisible par tous. Quelles informations donne-t-on à voir aux usagers? Quelles sont les informations réellement utiles? Et quelle organisation est la plus efficace? Pour finir, nous nous sommes interrogés sur les efforts effectués par le service pour s'adapter au public extrêmement divers qui fréquente ces lieux. Nous avons observé une dame laissant sa petite fille jouer dans l'espace d'attente pendant son entretien avec le secrétaire d'accueil. La petite fille profite alors de l'absence de sa mère pour quitter l'espace et rentrer dans l'ascenseur. Un homme, également présent, ne parlait pas français et avait demandé à un inconnu de faire office de traducteur dans le service. Les usagers ont des profils extrêmement différents, ils viennent parfois à plusieurs avec leurs enfants, ils ne savent parfois pas lire ou parler le français. Les professionnels aménagent des espaces dédiés ou des services afin de s'adapter à ce public avec des moyens limités. Comment mieux s'adapter aux différents usagers et à leurs besoins? Comment l'espace est-il pensé pour accueillir et faire cohabiter ces différents publics? En conclusion,
Comment repenser la lisibilité et l'accessibilité des services de la NDS avant, pendant et après l'accueil sur place? Les enjeux d'orientation. L'aide à l'accès, le repérage spatial, l'accueil et tout ce qui permet à l'usager de se déplacer simplement dans les lieux. Avant leur départ, sur une page internet, nous imaginons un plan interactif du département, où seraient visibles les circonscriptions et le ville. En indiquant son lieu de résidence, l'usager pourrait donc voir les différents services auxquels il est rattaché ainsi que leur localisation. Ensuite, sur le plan de bus à l'arrêt à proximité de la maison de solidarité, on peut imaginer faire apparaître les logos de la maison et de ses partenaires et d'autres services de la ville, en partenariat avec la RATP. Pour orienter les personnes lorsqu'elles rentrent dans une zone de moins d'un kilomètre du bâtiment, l'idée c'est que leur téléphone portable devienne une boussole et reçoivent des messages automatiques qui les orientent dans le quartier jusqu'à la MDS. Pour ceux qui n'ont pas accès à un smartphone, et à l'image des balises le long des chemins de montagne, nous avons pensé à un marquage sur le mobilier urbain pour indiquer aux personnes qu'elles se rapprochent des lieux. De cette manière, depuis l'arrêt de bus, du parking ou de la station de métro les plus proches, un marquage au sol irait juste à la MDS permettant aux personnes de suivre un fil rouge et de ne pas se perdre. Dès leur arrivée, nous proposons la mise en place d'un accueil indépendant des trois services qui oriente l'usager vers les différentes structures, avec un espace à l'entrée du bâtiment qui accueille les usagers dès leur arrivée. L'objectif, c'est de rassurer personnellement les usagers de la prise en compte de leur venue. L'usager reçoit donc un ticket nominatif imprimé par l'hôte d'accueil. Ainsi, nous donnons dès le début à l'usager le moyen de se repérer spatialement et administrativement. Nous imprimons sur le ticket nominatif un schéma simplifié des différentes étapes qui l'attendent. À la fin de chaque étape, le ticket est tamponné par le travailleur social concerné pour montrer à l'usager sa progression. Pour favoriser les déplacements, la signalétique spatiale est en lien avec le ticket nominatif, reprenant en grande échelle les codes graphiques du ticket qui viennent se greffer sur le mur et sur le sol. Le ticket devient donc une carte de l'espace. Les enjeux d'information. Nous parlerons ici des informations pratiques et de la compréhension des rôles, d'aider l'usager à comprendre sa prise en charge. Nous proposons un centre d'appel social unifié pour tous les départements, avec une équipe multilingue et polyvalente qui soit à même de donner des informations plus simples, d'informer des démarches à suivre pour être prises en charge et prendre des rendez-vous. Le but, c'est de désengorger les secrétariats des fonctions d'accueil téléphonique. Dans les zones d'accueil, nous pensons à rendre plus lisibles les affiches, en le regroupant par thématique pour faciliter la transmission et la compréhension des informations. Avoir par exemple des zones pour les enfants, pour les jeunes, les femmes, le logement ou le budget. Pour en finir avec l'incompréhension des acronymes, nous proposons aussi des affiches résumant chaque service avec une dizaine de mots-clés pour mieux faire comprendre en quoi ils consistent. D'après nos constats, une personne dans la salle d'attente peut ne pas comprendre pourquoi elle patiente. Nous avons donc imaginé des affiches expliquant le rôle des différents employés de la Maison des Solidarités, leur métier et pourquoi certaines démarches peuvent prendre du temps et donc créer de l'attente. Il s'agit là de médiation, mais aussi d'information, permettant aux personnes de mieux connaître leurs interlocuteurs. Les enjeux d'accompagnement. Nous proposons une aide personnelle à l'usager sur les questions administratives et sur le suivi de son parcours. Nous commençons par la ZDA, la zone de démystification administrative. Il s'agit de donner un accès à Internet et une aide au remplissage de fiches administratives par le biais d'un médiateur, dans un endroit indépendant des trois services, avec accès libre. Les médiateurs remplissent le rôle d'un écrivain public. Pour simplifier certaines démarches, on a imaginé aussi la présence d'un employé de la Maison des Solidarités qui, lors des heures de pointe, serait présent pour résoudre les petits problèmes de manière informelle. Il pourrait s'assurer que les personnes sont bien orientées et bien informées. La possibilité que cet employé porte un téléphone portable pourrait résoudre des problèmes communs aux différents services. Pour les usagers non francophones,
La mise à disposition d'une borne avec un appareil type scanner pourrait traduire un document en différentes langues. Cela permettrait à ces publics d'être autonomes face à des formulaires à remplir ou d'autres documents. Nous avons aussi pensé à un box multilangue, un espace dédié aux appels téléphoniques et visioconférences entre les usagers non francophones, les assistants sociaux et les traducteurs, s'appuyant à distance sur la participation des associations communautaires et permettant donc d'assurer un service de traduction plus régulier. Pour permettre aux personnes d'être plus autonomes, un espace dédié à la pré-rendez-vous permettrait de remplir leurs papiers à l'aide de modèles déjà remplis. On pourrait trouver aussi d'autres documents d'accompagnement. Les cadres de la MDS peuvent rassurer les personnes dans leur démarche. La structure pourrait aussi accompagner les usagers en dehors de ces murs grâce à leur téléphone portable pour par exemple rappeler un rendez-vous, avertir en cas d'absence de l'assistante sociale ou de la secrétaire à la réception, résumer le contenu d'un entretien et finalement de permettre un suivi à distance. Les enjeux de convivialité. Il s'agit ici des projections pour l'humanisation de l'espace, de la favorisation des interactions entre les usagers et avec le service, dans la maison des solidarités du futur. Nous proposons des zones d'accueil adaptées à chaque profil d'usager. Des sièges organisés en ligne droite pour ceux qui veulent attendre dans le calme, mais aussi des zones conviviales pour que les familles puissent discuter face à face ou pour que des usagers seuls puissent faire passer le temps, s'entraider et échanger. Nous proposons aussi un endroit agréable pour l'usager en cellule d'urgence qui affronte un moment souvent long et anxiogène, avec du mobilier pour s'allonger, dans une pièce lumineuse, avec des rafraîchissements pour attendre plus sereinement la réponse du 115. Nous pensons aussi à diversifier les activités des services sociaux en proposant des ateliers en partenariat avec les associations. L'objectif est d'encourager les usagers à pousser la porte de la Maison des Solidarités en proposant des groupes de parole entre parents, des ateliers budget pour les personnes en difficulté financière ou des cours pour les personnes âgées, entre autres. Nous pouvons aussi regrouper aux environs de la Maison des Solidarités les structures de services sociaux utilisées le plus fréquemment par les usagers. Ces services comprennent la maison des associations, la maison de quartier, les centres communaux d'action sociale de la ville et les services de l'État. Pour finir, et si la Maison des Solidarités était un lieu où les usagers donnent rendez-vous à un professionnel plutôt que de prendre rendez-vous, plus humain et plus en corrélation avec les besoins de parole, d'écoute, d'adaptation, mais aussi de confiance. Le service assumerait alors pleinement son rôle d'espace solidaire. L'aspect administratif serait déplacé au second plan. Aujourd'hui, le département fait l'hypothèse que le regroupement des services permet de simplifier le parcours des usagers en leur évitant ainsi un ballottement d'un service à l'autre, synonyme de désorientation et de perte de temps. Cette hypothèse se vérifie. Les services travaillant de manière plus fluide permettent d'accélérer le traitement des situations complexes, d'alerter rapidement lors de situations préoccupantes et notamment en cas d'urgence où il faut réagir vite. Aujourd'hui, toute une série de procédures formelles a été pensée afin de favoriser le travail transversal. Des temps de travail collectifs, comme les RPP, réunions pluriprofessionnelles, ou bien les coévaluations. Des procédures d'échange entre les services et les chefs de service, des échanges par email. Ces temps formels ne sont cependant pas les seuls échanges au sein de la Maison des Solidarités. La présence physique est cruciale. Les professionnels savent qui est présent. Ils poussent la porte pour poser des questions, traversent le couloir pour aller chercher un collègue. Et même s'ils ne sont pas du même service et n'ont pas les mêmes réunions, ils font équipe autour de certaines situations, ce qui n'était pas envisageable auparavant. Cela leur permet de faire part de leurs inquiétudes à leurs collègues des autres services quand ils ne peuvent régler complètement un problème spécifique en entretien. Nous remarquons aussi la présence de communication dans les couloirs ou bien en prenant le café. Certains professionnels n'hésitent pas à poser des questions à des collègues, par exemple sur un dispositif particulier. Ces échanges informels, le off, sont des moments importants. Cependant,
Est-ce qu'un regroupement physique des services sous un même toit permet d'investir pleinement les opportunités de collaboration des services ? Comment penser une ergonomie de la collaboration entre différents services afin de développer une culture commune ? En pratique, il y a une forte entraide entre les différents services. D'une certaine manière, ces échanges informels font la plus-value de la cohabitation des services. Cependant, cette entraide ne semble pas particulièrement facilitée par les environnements de travail actuels. Les espaces de travail de la MDS répliquent des espaces standards de l'administration. Dans l'urgence du déménagement, les espaces ont été calculés et cloisonnés en fonction du nombre de professionnels par service, séparant ainsi les différents services. Les espaces de convivialité, pourtant bien présents, ne permettent pas de développer suffisamment et d'enrichir ces échanges informels. Par exemple, la cafétéria est le seul espace partagé. Il ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Il arrive vite à saturation. Les horaires de travail et d'accueil n'ont pas été homogénéisés. D'une certaine manière, le projet de collaboration semble ne pas être allé au bout de l'ambition initiale. Au-delà du regroupement des services sous un même toit, il aurait été intéressant de porter une attention particulière à tous les détails qui favorisent des interactions transversales. Les temps d'échange, les environnements de travail partagés, les espaces de convivialité, les outils de travail communs et la circulation de l'information. Mais alors, comment les échanges informels peuvent-ils être favorisés ? Comment chacun peut-il comprendre le travail de l'autre ? Comment favoriser la connaissance réciproque, ce que font les uns et les autres ? Comment les partenaires de chacun peuvent-ils être mieux connus de tous ? Comment l'information peut-elle être partagée ? Comment faire émerger des besoins partagés par les professionnels ? Comment travailler ensemble autour d'une problématique ? En résumé, comment la MDS peut-elle aider les services à construire progressivement une culture et une compétence commune ? Le kit du nouvel arrivant professionnel. Un ensemble d'outils, d'événements à l'attention des récentes recrues de la MDS. Ces considérations visent à familiariser le travailleur social aux autres services de la MDS et à se faire connaître de son personnel. Le pot de bienvenue. Les nouveaux arrivants se présentent brièvement à la suite d'un débat commun. Ils sont également invités à offrir un verre à leurs collègues comme rituel d'entrée dans la MDS. L'exploration des services sociaux. Une demi-journée est consacrée par les professionnels tout juste embauchés pour découvrir le personnel et les activités des différents services. Le carnet du travailleur. Un support papier est donné à l'employé dès son arrivée. Il est composé d'un plan où sont localisées les équipes de la MDS, ainsi que d'un trombinoscope du personnel et d'un petit mot d'accueil manuscrit. Les projets communs. Favoriser les initiatives transversales et horizontales afin d'apporter des regards croisés sur des sujets professionnels et la vie de la MDS. L'agenda commun. Un calendrier mural expose les animations du mois. Il est associé à une rubrique Ordre du jour où les travailleurs sociaux soumettent des thématiques à une participation. Les débats communs. Un temps informel et ponctuel s'organise pour un groupe de travailleurs sociaux suite à leur adhésion à un sujet de discussion sur l'agenda commun. Les ambassadeurs de la MDS. Des interventions de médiation commune à plusieurs services sociaux sont organisées dans des lieux extérieurs. Info pour tous. Mutualiser les connaissances et les outils. Le trombinoscope. Le portrait Polaroid de chaque membre du personnel est disposé sur le mur en fonction de son ancienneté dans la MDS. Le nom et le poste de la personne y sont inscrits manuscritement. L'annuaire pour tous. L'annuaire mural recense les nouveaux partenaires sociaux avant d'être enregistrés dans la base de données informatique. Des fiches de consultation sont imprimées pour le public si nécessaire. Espèce d'espace. Les échanges informels et collectifs prennent place dans un espace modulable prévu pour faire coexister et varier différents usages.
Le foyer comme espace de cohabitation des usagers. Des modules utilisés comme assises ou cloisons permettent de répartir selon les besoins le lieu entre zone d'intimité et zone de partage. Le foyer comme agora. Les modules reconfigurent le foyer en un espace de rencontre lors d'invitations à une présentation de partenaires sociaux ou de réunions collectives de la MDS. Un lieu, un service. Repenser la MDS comme un lieu et un service unique dont la collaboration serait le fil conducteur. Construire le projet spatial ensemble. Une MDS est façonnée par le public qu'elle accueille, les services sociaux qu'elle regroupe et les façons de travailler qui s'y développent. Chaque MDS est donc un environnement spécifique. Il est donc nécessaire d'inclure les futurs habitants du lieu à la fabrique du projet d'aménagement. Des agents transversaux. Les agents d'accueil, les secrétaires, les psychologues, les écrivains administratifs sont des personnes ressources pour l'ensemble des services. Il convient d'amplifier leur rôle transversal dans la MDS. Dans un second temps, un community manager serait responsable de la gestion, de l'entretien et de l'accueil dans la MDS. Réinventer les espaces. L'aménagement des MDS n'est plus segmenté en zones attribuées par services sociaux, mais réparti en îlots de travail pluridisciplinaires. La logique d'espaces de bureau, d'espaces d'entretien et d'espaces d'attente laisse place à une conception d'espaces individuels et d'espaces collectifs, dans l'intérêt du public comme des professionnels.